Otep à tous. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons parler de ce qui vient de se passer au Congo démocratique, une situation grave et gravissime, une tentative de coup d'État qui vient de se produire. Ils disent qu'ils l'ont étouffé dans l'œuf, mais en tout cas on n'a pas étouffé dans l'œuf puisque les assaillants étaient rentrés jusqu'au palais présidentiel. Et tout était prêt, mais Dieu merci, ils ont pu être neutralisés un peu plus tard. Le chef de la bande, un Américain d'origine congolaise, un certain Christian Mananga, a été assassiné. Et des Américains, le Coderme, pour ne pas dire blanc, parce que je ne veux pas qu'on me taxe de raciste, donc c'était des Noirs et des Blancs. Il y a un noir, quelques noirs qui ont été assassinés, notamment le meneur du groupe, et puis quelques blancs. Alors, ils avaient prévu, en cas d'échec, ils devraient passer par le Congo-Brazzaville. Vous le savez très bien, ils ne peuvent pas passer par le Rwanda, déjà. Bon, par le Rwanda, oui, c'est possible, mais c'est trop loin, puisqu'il faut passer, il faut aller à l'est du Congo. Ils ne peuvent pas passer par le Centrafrique, c'est trop loin. Ce n'est que Brazzaville qui est à côté, puisque vous savez très bien que ce sont les deux capitales les plus rapprochées au monde, le Congo-Brazzaville et Kinshasa. Alors donc, forcément, la voie de sortie serait celle du Congo-Brazzaville. Bonjour Yves, celle du Congo-Brazzaville. Alors, qui est complice au Congo-Brazzaville? Est-ce que c'est le gouvernement? Ça, personne ne peut le dire. C'est le gouvernement du Congo qui va donner sa version, mener une enquête, parce que c'est à ça que servent les services de renseignement. Est-ce que ce sont des personnes isolées, hein, est-ce que ce sont des généraux? Est-ce que ce sont des ministres? Mais en tout cas, il ne peut pas avoir un tel coup d'État sans passer par sans avoir la complicité des gens au Congo-Brazzaville. Il doit avoir un relais. Hein, ça, c'est en tant que spécialiste des questions politiques, c'est comme ça que je vois ça. On ne peut pas faire un tel coup sans que le Congo soit au courant. Parce qu'en cas d'échec, il faut savoir par où partir. Vous savez que Tshisekedi, quand il a quitté la RDC pour la première fois avec son père pour aller s'installer en Belgique, ils sont passés par où? Par ce même Congo-Brazzaville. Et puis, nous avons des liens très approfondis, on parle la même langue, donc c'est facile pour les gens de traverser, et c'est 15 minutes. Il y a des gens qui traversent même à la nage, le fleuve Congo. Donc, vous voyez. Bon, ce que j'ai trouvé un peu anormal, c'est que les services de renseignement, l'armée congolaise est intervenue en retard, avec beaucoup de retard. Avec plus de 30 minutes de retard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, dans l'armée congolaise même, il y a des complices. Forcément. Maintenant, il y a une autre chose qu'il faut reconnaître. C'est que ce coup est mené par des Américains. Celui qui a été assassiné, le meneur du groupe, Christian Malanga, il était américain, d'origine congolaise. Probablement de père et de mère, puisqu'il parle très bien le lingala. Hein, sa dernière vidéo où il faisait sa prière, il parlait en lingala, mais c'est un lingala vraiment, pour ceux qui comprennent le lingala, ils savent qu'il parlait parfaitement lingala. Mais il y a aussi des Américains, comme je l'ai dit, blancs. Ça veut dire que les États-Unis sont dedans, sont impliqués. Eh oui. Mais on va avoir la confirmation bientôt. Laquelle? La confirmation viendra du fait que les Américains vont demander à tout prix qu'on libère ces Américains qui ont été arrêtés. Puisqu'il y a plusieurs Américains qui ont été arrêtés. Il devrait avoir même des Canadiens. Il devrait avoir des Français. Donc, quand ils vont commencer à faire la demande de leurs ressortissants, vous savez qu'ils sont complices. Mais oui, c'est comme ça. Et
il y a une chose que vous allez aussi constater. D'ici là, Tshisekedi sera soit aux États-Unis, soit en Europe. En France, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre. En tout cas, les pays occidentaux, le G7 et les pays de l'OTAN, pour le faire pression, pour libérer ces gens. C'est là que vous comprenez que, oh, mais ce sont eux qui sont derrière. Même si ces gens apparaissent comme étant pratiquement des va-nu-pieds, mais, en tout cas, ils avaient le soutien de leur État. Maintenant, qui est responsable de tout ça? Le premier responsable de ce coup d'État, c'est Tshisekedi lui-même. Le premier responsable de ce coup d'État, c'est Tshisekedi. Pourquoi? Parce que Tshisekedi, depuis très longtemps, nous parlons sur les réseaux sociaux. La population congolaise lui demande de faire venir les Russes. Les Russes ont le meilleur service de renseignement au monde. Et quand ils arrivent, ils vous dotent des mêmes capacités. C'est ainsi que, je ne sais pas si vous le savez, le Mali actuellement est le 5e pays, selon les Occidentaux eux-mêmes, le 5e pays dans le domaine du renseignement. Au monde. Pas en Afrique, je dis bien au monde, le Mali. Mais ils ont eu ces informations où? Ils ont eu la maîtrise de cette technologie où? De qui? Mais c'est de la Russie. Vous voyez Hugo, le fameux grand terroriste dont la tête avait été mise à prix par les Américains à 5 millions. Les Américains, les Français, les autres qui ont des drones et autres dans le Sahel depuis 2017, ils n'arrivaient pas à la voir. Les Maliens ont eu sa tête. Et vous savez quoi? Les Maliens ont eu la documentation. Ce que nous appelons le disque dur. Le disque en or. Là où il y a toutes les informations en ce qui concerne le Sahel, les implications de toutes les puissances. Actuellement, Assimi Goïta est sous pression pour qu'il puisse donner ce logiciel aux Américains ou aux Français. C'est pour ça d'ailleurs que les Français maintenant, ils disent qu'il faut donner encore, ouvrir le consulat pour donner des visas aux Maliens, parce qu'ils pensent que c'est les visas qui vont sauver le Mali. Bref, donc je dis, Tshisekedi est responsable, puisque ça lui permet de ne pas avoir un bon équipement, un bon service de renseignement. C'est au chef de l'État lui-même. Tu ne peux pas arriver au pouvoir et puis tu comptes sur une garde, celle de Kabila. Mais, attendez. Kabila, le père, Laurent Désiré Kabila a été tué comment? Il n'y avait pas, c'est pas par un expert, un colonel, un général, non. C'est un va-nu-pied qui l'a tué. Ils agissent toujours comme ça. Mais tout le monde sait que c'était l'œuvre de Clinton. Et puis Madeleine Albright, à l'époque, secrétaire d'État américaine, ministre des Affaires étrangères des États-Unis. C'était leur œuvre. Ce sont eux qui ont liquidé Laurent Désiré Kabila. Donc Tshisekedi est le premier responsable. Donc les Américains, les Français, les Occidentaux sont impliqués. Et c'est une leçon que Emmanuel Macron donne à Tshisekedi. C'est la deuxième d'ailleurs, depuis qu'il est parti dernièrement à Paris. Tshisekedi est allé à Paris, non? Il a dit, je prends le risque, je fais confiance à Macron. Macron, c'est mon frère, c'est mon ami. Cette fois-ci, il n'a pas sorti le mot frère, il a dit ami. Vous savez que, avant le coup d'État, la tentative, Macron a renforcé la coopération avec le Rwanda. Comme pour dire, toi, Tshisekedi, je t'emmerde, tu es un vaurien.
C'est ça la réponse. Hein. C'est en diplomatie, tout compte. Ça, c'est la diplomatie. Et maintenant, les Américains, pour lui montrer qu'il ne vaut rien, eh bien, ils ont organisé ce coup d'État. Dieu merci, ça a échoué. Mais ils reprendront si Tshisekedi continue à tergiverser. Eh oui. Maintenant, il y a aussi une autre responsabilité, celle des Congolais. Surtout les Congolais de la diaspora. Il y a des gens qui pensent que, comme Tshisekedi n'avait pas un nom avant, peut-être celui de son père, donc il est devenu président, tout le monde peut être président, tout le monde peut gérer le Congo. Ouais, Malanga là, c'était un homme d'affaires, et puis après, bon, il a eu une formation militaire et tout, et puis bon. Tout le monde pense que, mais être président, c'est à portée de main, quoi. N'importe qui peut être président. Et les Congolais, eux-mêmes, livrent leur pays à l'Occident. Les Congolais. Au Congo, c'est pas comme au Mali, au Burkina ou au Niger. En tout cas, on n'est pas encore arrivé. Il y a des Congolais qui sont sérieux. Oui, ça c'est. Je mentirais si je dis le contraire. Mais c'est une grande minorité. Pour la plupart, là, ils sont prêts à tout, pourvu que lui-même, son ventre soit gonflé de bière et il a l'argent et tout. Ça suffit. Il peut sacrifier le Congo. Les Américains ont liquidé Mobutu. Ils ont chassé Mobutu du pouvoir avec l'aide des Congolais. Ce sont les Congolais qui ont chassé Mobutu. Ces Congolais-là, après, ils n'ont pas contrôlé le pays. C'est même pas Kabila. Ce sont les Américains et les Rwandais. Kabila était surpris quand on lui a dit « Maintenant, tu viens prendre le pouvoir ». Mobutu a fui, il est parti. Kinshasa est libre. Kabila dit « C'est pas possible, c'est pas... » Il dit « Oui, mais l'autre, le commando qui a fait le coup, il a parlé. Il venait d'où? Comme je venais de le dire tout à l'heure, il venait d'où? Il était au fleuve Congo. Donc il était entre le Congo, Brazzaville et le Congo Kinshasa. Alors, les Congolais doivent apprendre à se calmer un peu. Quand Tshisekedi, Kabila le père est arrivé au pouvoir, tous les Congolais ont acclamé. Les Américains avaient promis aux Congolais que si vous enlevez Mobutu là, vous allez être développé. Jusqu'à maintenant. On ne sent même pas l'odeur du développement. On n'aperçoit même pas le développement venir. Mais quand même, ils continuent à tomber dans le piège. Oui, les Congolais continuent à tomber, au moment où nous parlons, ils continuent à tomber dans le piège. Là, ce sont des Congolais. Oui, il y a des Américains, des Français et autres, mais c'est-à-dire que les maîtres d'œuvre, ce sont des Congolais. Parce qu'ils pensaient qu'on va leur donner le pouvoir. Écoutez-moi bien. Les Américains ont juré que le Congo démocratique, là, c'est pour eux, c'est leur chose. Les Américains ont juré que le Congo démocratique, c'est leur chose. Et que pour rien au monde, ils vont laisser un autre pays gérer le Congo. Ou bien que quelqu'un qui mène une politique qui n'est pas celle qu'eux, ils veulent, puisse gérer le Congo. Je ne dis pas que Tshisekedi, c'est le meilleur président. Non, je ne dis pas ça. Je le critique d'ailleurs, vous le savez très bien. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que Tshisekedi nous entraîne la stabilité. Imaginez que Malanga avait réussi son coup d'État.
Imaginez, qu'est-ce qui allait se passer? On allait plonger dans la guerre civile à Kinshasa. La situation serait sous contrôle des Occidentaux. Ils allaient d'abord vous laisser vous entretuer. Après, ils viennent avec un homme dans leur poche. Comme, vous voyez, les magiciens, là, ils sortent là, et il apparaît. Voici le nouveau président. Et les Congolais allaient l'acclamer. Mais il allait prendre le pays, il allait donner aux Américains. Donc la responsabilité des Congolais, de certains Congolais, surtout ceux de la diaspora, elle est là. On leur fait croire qu'on va leur donner le pays. Ils vont gérer et on ne les laissera jamais gérer. On a donné le pays à Kabila, non? Le père. Est-ce qu'il a géré? Il n'a pas géré. C'était son ministre des Affaires étrangères, un Rwandais, son chef d'état-major général de l'armée, un Rwandais. Et ce sont eux qui ont introduit, c'est depuis là qu'ils avaient infiltré l'armée, la police, la gendarmerie, l'administration et autres. Ce que Tshisekedi est en train de gérer actuellement. C'est venu depuis Kabila le père, pas le fils, le père. Le fils est venu, bon, comme lui c'est un Rwandais, il est venu, il a accéléré le mouvement. Donc quand Tshisekedi arrive, la première des choses qu'il doit faire, c'est ça. Et ce n'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont corrompus, qui travaillent pour Kagame. Il faut donc faire le nettoyage total, le nettoyage complet. Et ça, il faut un service de renseignement performant. Ce n'est pas avec les Israéliens que vous allez le faire, puisque les Israéliens, c'est quand là vous voyez les Israéliens, les Français, les Belges, les Européens, c'est qu'il y a les États-Unis qui sont là. Ils ne peuvent rien faire sans l'accord des États-Unis. Non, ils ne peuvent rien faire. Donc tout ce qu'ils font, c'est parce que les États-Unis sont là. Voilà, donc la responsabilité des Congolais, elle est là et qu'il faut qu'ils tirent maintenant des leçons. Tant qu'un peuple n'est pas uni, Tshisekedi n'est pas le meilleur, c'est clair. Il faut qu'il reste là, qu'il termine son mandat, qu'il transmette le pouvoir à quelqu'un d'autre, de façon légale. Je dis bien légale. Peut-être pas légitime, mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit... son mandat est interrompu, et puis on plonge le Congo dans une guerre civile. Si le Congo rentre encore dans une guerre civile, avec ce que nous avons déjà à l'Est, là, s'il y a guerre civile, là, tout le processus, là, il faut savoir que l'Est est parti. Et c'est ça qu'ils attendent. C'est ça qu'ils veulent. Quand les Rwandais viennent acheter des terres au Congo-Brazzaville, c'est juste pour renforcer, parce qu'ils veulent être proches de la capitale, pour déstabiliser la capitale. Et donc, nous appelons encore, nous interpellons encore une fois de plus le président Tshisekedi de prendre ses responsabilités. L'histoire ne le lui pardonnera jamais. S'il passe encore 1 an, 2 ans, sans qu'il n'ait des rapports avec la Russie, dans un monde multipolaire, ou bipolaire même, il y a l'OTAN et il y a les BRICS. On ne peut plus être neutre. Le temps là, des pays non alignés là, qu'est-ce que ça nous a apporté? Quand les Africains disaient, nous on est les pays non alignés, est-ce que les pays non alignés là se sont développés? Non. Il faut prendre position. Et la position d'aujourd'hui, c'est celle des BRICS. Parce que là, nous avons au moins la souveraineté qui peut être sauvegardée puisqu'on deal. Et que Tshisekedi arrête de faire ses voyages à l'étranger. La vie de Tshisekedi n'est rien pour le contrôle de Kinshasa et du Congo démocratique. C'est-à-dire qu'on peut sacrifier sa vie, même un avion, et tous ses ministres, on les sacrifie tous. Et puis, ils prennent le pays. Parce qu'ils ont besoin de ça. Les Américains sont en train de tout perdre. Partout, même au Moyen-Orient. Aujourd'hui, les Américains sont en train de réfléchir comment ils vont faire pour rester encore.
au Moyen-Orient. Ce qui est en train de se passer entre la Palestine et Israël, c'est du jamais vu. Ceux qui sont visés, ce sont les Américains maintenant. Les Houthis ont descendu 2 navires cette semaine-là qui viennent s'écouler. 2 navires américains. On n'en parle pas, mais ils ont fait. L'Afrique du Sud, cette fois-ci, a porté plainte pour génocide contre Israël. Ce qui ne se faisait jamais dans le monde. Jamais. Qui va toucher Israël? Qui va toucher l'Amérique? L'Iran échange avec l'Inde, avec la Chine, avec la Russie, sans utiliser le dollar. Vous savez que l'Iran est sous sanction. Donc toute coopération avec l'Iran, si vous lui donnez des dollars, les Américains vont tout prendre. Et les Américains ont le pouvoir de punir les pays qui vont coopérer avec l'Iran. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'ils échangent avec leur monnaie locale pour contourner le dollar. Donc nous sommes à un tournant de l'histoire. Et c'est ce que le président Tshisekedi devrait comprendre. Où on n'est plus obligé, on ne peut plus être neutre, on doit prendre une position. La position, c'est par rapport à vos intérêts, les intérêts de votre pays. Est-ce que votre pays a un intérêt de rester avec ceux qui, pendant 60 ans d'indépendance, plus de 60 ans d'indépendance, ne vous ont même pas permis d'avoir une armée, une police, une économie. Pour certains, même pas une monnaie. Qu'est-ce qu'ils vous apporteront? Si après 60 ans, ils ne vous ont rien apporté, au contraire, ils ont détruit vos économies, ce n'est pas maintenant, après 60 ans, qu'ils vont vous développer. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Mesmer, qui avait été choisi par De Gaulle pour accorder les indépendances, il disait que on va accorder l'indépendance à ceux qui en ont besoin, le moins. Mais ceux qui veulent vraiment l'indépendance, on va d'abord les massacrer. Et maintenant, on va donner à ceux que nous maîtrisons, nous contrôlons. Et c'est ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Tshisekedi devrait tirer la leçon maintenant. Lui-même, il a pris le pouvoir par la fraude. Son premier mandat, c'était Martin Fayulu qui avait gagné l'élection. Mais les Occidentaux qui contrôlent le pays ont décidé autrement. Il a eu sa chance, on lui a accordé cette chance. Dieu merci, il n'a pas donné l'Est. Mais c'était ça l'accord. Et maintenant, il est à la croisée de chemin. Ou il leur donne ce qu'ils demandent, ou il change de partenaire qui peut rivaliser. Le monde d'aujourd'hui, c'est comme ça. La Russie, la grande Russie, est aidée, assistée par la Chine, par la Corée du Nord, par l'Iran. La grande Russie, là, la première puissance militaire au monde. On dit la deuxième parce que ceux qui le disent, ceux qui évaluent, ce sont eux-mêmes. Ce sont les Américains. C'est pour ça qu'ils disent que non, c'est la deuxième. Mais en fait, en réalité, c'est la première puissance militaire au monde. La Russie a plus de têtes nucléaires que les États-Unis. La Chine est la première puissance économique au monde. Si vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, Janet Yellen était la secrétaire d'État au Trésor, ministre des Finances et de l'économie américaine, était en Chine pour aller supplier la Chine de temporiser un peu avec les nouvelles technologies, notamment les voitures électriques. La Chine a dit non, nous on n'arrête pas, on ne stoppe pas, on continue. Mettez-vous au travail aussi. Vous voyez ce qui est en train de se passer? Donc, aujourd'hui, nous savons que les intérêts de l'Afrique, c'est du côté des BRICS. Les intérêts du Congo,
c'est de changer de partenaire militaire. Dans ce domaine-là, même la Chine ne peut pas faire ce que la Russie est en train de faire. Si la Russie ne soutenait pas les pays de l'AES, il serait, au moment où nous parlons là, déjà écrasé. Vous savez pourquoi les Américains ont choisi de partir du Tchad? C'est pas à cause de la présence russe. C'est pour ça qu'ils sont partis du Tchad. C'est parce que les Russes venaient. Ils savaient, ils ont le service de renseignement. Je veux vous dire encore une autre chose. Au moment où nous parlons là, les Américains sont en train de lâcher Succès Masra. Il a perdu. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent. Ils ne veulent pas se faire encore humilier. Ils se font humilier avec les Hutus. Ils se font humilier avec la Somalie. Ils se font humilier en Libye. Ils ont échoué. Ils ont échoué en Irak. Mais à cause de qui? Ils ont échoué en Syrie. À cause de qui? Pourquoi Tshisekedi ferme les yeux et continue à voir que nous devrons continuer à suivre? Oui, peut-être que la Tour Eiffel, c'est beau. Mais les Congolais ne vivent pas de la Tour Eiffel, ne mangent pas la Tour Eiffel. La Tour Eiffel ne protège pas les enfants de Goma. Vous avez vu, dernièrement, là, 35 morts. Kagame a envoyé des obus dans un camp de déplacés. Donc, ce n'est pas des combattants. Il a envoyé quand même. Il a tué des gens. La communauté dite internationale, autoproclamée, ou plutôt la communauté occidentale, n'a même pas fait une seule déclaration pour condamner. Ou quand on condamne, c'est du bout des lèvres. Monsieur Tshisekedi, réveillez-vous. Chers frères et sœurs congolais, réveillez-vous. Arrêtez de l'acclamer quand il vient en France, en Belgique. Oh, je vais vous dire une chose. Actuellement, vous allez trouver peu de dirigeants du Nigeria venir aux États-Unis. Très peu. Maintenant, ils préfèrent aller à Londres, en France ou bien dans d'autres pays. Mais peu viennent ici, aux États-Unis, pour se faire soigner. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas les États-Unis, non. Ce n'est pas parce qu'ils sont, comment dirais-je, ils n'ont plus d'argent, non. Depuis un certain temps, ça a commencé il y a peut-être 3-4 ans de cela. Lorsque un dirigeant nigérian, donc je parle du Nigeria, vient aux États-Unis, même si c'est pour se faire soigner, les Nigérians vont chez lui ou à l'hôpital pour l'agresser. On l'insulte de tous les noms, on lui raconte, on le menace. Vous savez ce qu'il demande? Repart au Nigeria, construit les mêmes hôpitaux avec le même standing et après, nous on te laissera venir te balader ici. C'est comme ça que les Nigériens ont résolu le problème. Les responsables, députés, sénateurs du Nigeria, les hommes politiques, pas les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires, c'est leur argent, donc ils font ce qu'ils veulent. Les hommes politiques du Nigeria ont actuellement peur de venir aux États-Unis en vacances ou pour se faire soigner. Parce que quand ils viennent, ils n'ont pas de paix. Quand ils sont malades, parfois ça aggrave leur condition de santé. Ils sont obligés de repartir. Maintenant, ils vont le plus souvent à Londres, parce qu'il n'y a pas ce phénomène-là. Et c'est ça que les Congolais doivent faire avec Tshisekedi. Au lieu d'aller l'acclamer, on ne demande pas d'être violent, mais de ne pas partir le voir. Laissez-le faire son cinéma.
Dernièrement, c'était, je crois, en Belgique, non, à Paris, on a jeté des pierres sur le cortège de Tshisekedi. C'est ça. C'est pour ça que vous voyez, il est parti là, il s'est calmé un peu. D'habitude, il serait déjà pigeon voyageur, il serait déjà... Et quand il voyage, ce n'est pas en Afrique, c'est d'abord en Occident. Depuis que Tshisekedi a été réélu, il a effectué au moins 16 voyages. J'ai fait une vidéo là-dessus, que si vous pouvez chercher, vous allez trouver. Au moins 16 vidéos. J'ai donné les dates et les lieux. Sur 16 ou 17 voyages que Tshisekedi a effectués jusqu'à maintenant, il n'y a aucun voyage à l'intérieur du pays. Il n'y a aucun voyage à Goma, surtout Goma. Alors, mais qui est-il? Pourquoi il a été élu par les Européens, par les Belges ou les Français? Non. Voilà le grand problème de Tshisekedi. C'est pour ça que je dis que c'est lui qui est à l'origine de tout ce que nous sommes en train de voir là. Il doit prendre ses responsabilités. Parce qu'il ne doit pas laisser le Congo, plonger le Congo dans une guerre civile. Croyez-moi, si ce coup d'État avait réussi, le Congo plongeait dans une guerre civile. Et personne de sérieux, personne qui a la tête sur les épaules, malgré tout ce qu'on peut reprocher à Tshisekedi, ne serait favorable à cette hypothèse. Ça n'a aucun sens. Ce serait dire aux Américains, bon, le pays vous appartient, faites ce que vous voulez. Ce serait prendre Kagame, l'amener directement à Kinshasa comme président du Congo, alors qu'il est aux abois. Je ne sais pas si vous le savez. Kagame est aux abois. Kagame utilise de plus en plus des enfants de 14 ans à 15 ans. Parce que ils se font massacrer là-bas, dans l'Est. Beaucoup sont massacrés. Lorsqu'une armée fait appel à des enfants, c'est que cette armée est en difficulté. C'est pour ça que vous voyez Kagame se balader partout au Sénégal, en Guinée, parce qu'il est en train de chercher des militaires. Ça, c'est une parenthèse. Donc voilà, les Congolais doivent prendre leurs responsabilités. Sur le terrain, continuer à mobiliser, continuer à demander à ce que Tshisekedi puisse changer de partenaire. Et, dans la diaspora, arrêtez de l'accueillir. Renvoyez-le plutôt là d'où il vient. Quand il vient en France, là, demandez-lui, repart. Vous avez vu ce que Emmanuel Macron a fait? Emmanuel Macron le fait venir à Paris. Pendant qu'il est à Paris, on est en train d'occuper Ubaya, la capitale du coltan au monde. Ça est, en ce moment, ça est dans les mains des terroristes rwandais. Ça va être repris, ça, je n'ai aucun doute là-dessus, ça va être repris. Mais, pour l'instant, ça est dans leurs mains. Tshisekedi doit faire le nettoyage total autour de lui. S'il y a un travail qui a commencé à être fait au niveau de l'armée, au niveau de l'administration, pour dénicher les traîtres. Mais ils sont tellement nombreux, ces Congolais, traîtres, et ces Rwandais. Pendant les 18 ans de Kabila, là, il passait tout son temps. Lorsque vous avez entendu négociation de paix, on prend les Rwandais, on les introduit dans l'armée, dans l'administration, on leur donne des postes. On leur donne la nationalité, tout machin, tout ça. Ils sont confondus, on croit que ce sont maintenant des Congolais. C'est ça que Kabila a fait tout le temps qu'il était au pouvoir. 18 ans. Donc, l'armée congolaise, l'administration congolaise est une administration infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Et pour ramener les choses, il faut un service de renseignement bien rodé. Ce n'est pas avec les Israéliens, surtout les Français sur n'importe quoi. Les Français eux-mêmes dans le Sahel, là, ils comptent sur les renseignements américains. Oui. Les Français se méfient maintenant de
Assimi Goïta à cause de quoi? Mais à cause du renseignement. C'est le renseignement parce que Assimi Goïta a tout. Tous les mouvements qu'ils font là. Et Tshisekedi peut s'abstenir d'aller en Occident. C'est une façon déjà de se faire respecter, s'abstenir d'aller en Occident. D'aller écouter des théories qui n'ont ni tête ni queue. Emmanuel Macron qui t'invite et le lendemain, il va signer des accords militaires pour renforcer la coopération militaire, donner encore plus d'armes à Kagame. Ça, c'est se moquer des gens. Mais comment on doit humilier Tshisekedi pour qu'il puisse comprendre que non, mais ça ne va pas. Il faut arrêter avec ça. Comment? La vraie humiliation, c'est ça. Il va en Allemagne, avant même qu'il ne parte là. L'Europe avait signé des accords pour l'achat des mines qui ne se trouvent pas au Rwanda, mais au Congo. Mais ils vont signer des accords avec Kagame. Vous ne voyez pas qu'il y a Tshisekedi se lève quand même et dit non, je veux faire la diplomatie, là où les gens sont en train de te faire la guerre. Mais il faut être fou pour arriver là-dessus. Il n'y a aucune cohérence. Et nous nous plaignons, tous les chefs d'État africains n'aiment pas Tshisekedi, ils sont contre, ils sont jaloux. Non, c'est parce que Tshisekedi, on ne le prend pas au sérieux. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Autant, je pense que si il ne termine pas son mandat normalement, il y a de risques de guerre civile. Et nous devons éviter tout ça. Parce que si le Congo s'embrase, l'Afrique centrale est partie. Je répète, si le Congo démocratique s'embrase là, l'Afrique centrale est partie dans les mains des Occidentaux. Et cette colonisation-là, elle sera plus perverse et elle va durer encore trop longtemps pour que nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants puissent subir ça. On ne peut pas tolérer ça. C'est pour ça que nous nous battons. C'est pour éviter ça. Et Tshisekedi doit comprendre quel est son rôle, quelle est sa responsabilité. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Oui, il y a des gens qui disent qu'il a signé des pactes. En tout cas, le premier mandat, Tshisekedi, on lui a donné, c'était pas gratuit. Hein. Forcément, il a voulu prendre le pouvoir, il a pris le pouvoir. Mais le deuxième mandat, les Congolais lui ont fait confiance. En tout cas, il a gagné l'élection. Il peut avoir quelques irrégularités. À mon avis, j'observe, c'est vrai de loin, je sais qu'il a gagné l'élection. Maintenant, c'est à lui de faire ce que le peuple veut. Il ne peut pas continuer à rester dans le même système qui est en train d'échouer et mettre à mal tout un continent. Patrice Lumumba l'a dit. Le Congo, RDC, c'est le cœur de l'Afrique qui saigne. Vous savez, quand le cœur s'arrête là, c'est tout le corps qui s'arrête. Et Patrice Lumumba avait raison. Aujourd'hui, on est en train de le voir. Pourquoi les Occidentaux ne veulent pas que le Congo puisse avoir la paix? Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'ils savent que ce qui va relancer, qui va déclencher l'émergence de l'Afrique centrale, c'est le Congo là. Dès que le Congo s'en sort là, vous allez voir que ça va relancer tout le continent, à commencer par l'Afrique centrale. C'est ça, c'est Tshisekedi qui ne mesure pas les enjeux. Il n'est pas sérieux. Il faut qu'il soit maintenant, qu'il prenne les choses en main. Il faut qu'il prenne les choses en main. Les Occidentaux n'ont pas choisi le Congo. Ils ne veulent pas balkaniser le Congo pour du beurre, pour rien. Non. Ils veulent balkaniser parce qu'ils savent que ça va donner un coup énorme. L'Afrique de l'Ouest est en train de les échapper. L'Afrique de l'Ouest est en train de les échapper. Avec la création de l'AES. Le jour que l'AES va sortir sur sa monnaie. Maintenant, ils sont en train de créer une confédération. Dès qu'ils vont sortir la monnaie, là, c'est fini. Vous allez voir les pays autour là, vont tomber. Si ces trois pays-là, c'est comment dirais-je, c'est pratiquement la moitié de la CEDEAO qui est partie.
La CEDEAO fait 5 500 000 km². L'AES fait 2 800 000 km². C'est la moitié de la CEDEAO qui est partie. Et sous-peuplée et très riche. Donc maintenant, ils se disent qu'on ne peut pas perdre le Congo démocratique et l'Afrique centrale. Ils sont en phase de perdre le Tchad. S'ils arrivent à perdre aussi le Congo démocratique, c'est fini. L'Afrique se libère. C'est ça le sens de notre combat. Nous, en tant que spécialistes de la prévention des conflits, c'est le sens de mon combat. C'est pour ça que même quand je critique Tshisekedi, je le critique sévèrement, je sais qu'il faudrait qu'il aille au bout de son terme et qu'il transmette le témoin de façon pacifique. Il ne faut pas qu'il y ait interruption brutale et violente au risque de tomber dans une guerre civile. Ça n'arrangera pas le Congo démocratique, ça n'arrangera pas l'Afrique centrale, ça n'arrangera pas le continent. Et c'est ce que les chefs d'État autour du Congo devraient comprendre. C'est ce que les pays comme le Congo-Brazzaville, l'Angola et autres devraient comprendre. Ce n'est pas parce qu'on se dit, bon, les Américains m'ont promis ceci, ils vont me donner de l'argent. C'est rien. Même si on vous donne 1 milliard de dollars aujourd'hui, et que le Congo là tombe, vous aidez à ce que les Américains puissent prendre le contrôle du Congo. 1 milliard, ça ne va pas sauver les pays limitrophes. Ça ne va pas arrêter la guerre au Soudan. Donc la clé pour nous, pour être plus sûr, la clé, c'est Tshisekedi qui doit prendre ses responsabilités en allant signer des accords avec la Russie. De telle sorte qu'il ait l'équipement sans interruption, qu'il ait un service de renseignement performant. Ce n'est pas la pacotille, là, les mercenaires français, là, aux Romains. C'est quoi ça? Mais c'est que... Est-ce que, depuis que la France a gagné une guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, on a utilisé les Africains comme chair à canon. C'est-à-dire qu'on a exposé les Africains. On sait que le terrain est miné, on envoie les Africains aller sauter avec les mines. Malgré ça, ils n'ont pas tous été tués. Les plus braves, vous savez ce que De Gaulle a fait? On les a pris, on les a emmenés quelque part, on les a tous liquidés. Pour qu'ils ne puissent pas parler aux autres. Vous vous souvenez de Charonne? Les Africains demandaient rien que leur salaire. De Gaulle a demandé à ce qu'on puisse les fusiller, 1600. Fusillez-les, parce qu'ils demandent leur salaire, c'est quoi ça? Ils n'ont pas de droit. Maintenant, nous avons une possibilité. Ce n'est pas une honte de signer cet accord avec la Russie. Au contraire. Au contraire. Tshisekedi doit prendre ses responsabilités. Il doit prendre ses responsabilités pour arrêter cette affaire. Kagame, en ce moment, est affaibli. Je vous ai déjà dit ça, je le répète encore. Il est affaibli parce qu'il y a beaucoup de généraux et de colonels. Ce n'est pas parce qu'on ne le dit pas sur leur chaîne que forcément, ce n'est pas vrai. Non. Eux, ils maîtrisent parce que la guerre que nous menons actuellement, c'est ce qu'on appelle une guerre asymétrique. C'est-à-dire, la guerre, elle est non seulement militaire, mais elle est aussi économique, elle est aussi communicationnelle. Quand c'est avantageux pour vous, vous ne le dites pas. Et plutôt, vous le dites. Quand ce n'est pas avantageux, vous vous taisez. Eh oui. Regardez, il y a une semaine là, ils ont lancé l'opération Vengeance du Léopard. En une semaine. Près d'une vingtaine de localités ont été reprises.
la fameuse ville de Rwingui, là, où les mercenaires, les terroristes rwandais avaient occupé sans combattre. La communication seulement. Ils avaient des complices, c'est vrai, 2 colonels, qui ont fait passer le mot que les Rwandais sont en train de venir là, ils sont super armés. Il faut fuir. Les Congolais sont partis et ont laissé leurs armes. Les Rwandais sont rentrés sans armes. Ils ont pris les armes qui étaient là. Parce qu'ils avaient des complices au sein des Congolais. C'est ça la communication. Donc, les déboires des Rwandais, vous n'allez pas voir ça sur les réseaux sociaux, puisque eux, ils ont beaucoup de réseaux sociaux. Eh oui, les Rwandais sont plus avancés que nous dans ce domaine. Ils inondent. Et ceux qui m'insultent le plus, ce sont les Rwandais. Il y en a qui m'ont invité à Washington. Non, là, oh, nous sommes contents de votre machin. Venez à Washington, on va se voir. Je dis, mais attendez, vous êtes malade ou quoi? Vous croyez que moi, je Tshisekedi? Allez-y jouer avec Tshisekedi, c'est pas avec moi. Et oui. Donc, c'est ça. Kagame est affaibli. Et ce que vous voyez là, cette pression, cette tentative de coup d'État là, c'est parce que Tshisekedi a dit qu'il va partir à Moscou au sommet Russie-Afrique. Ça, c'est la raison fondamentale. On veut l'empêcher d'aller à ce sommet. Or, Tshisekedi n'a pas besoin d'aller à ce sommet pour signer les accords. Tshisekedi n'a pas besoin de ça. Quand vous suivez les événements, vous vous souvenez, qui a été le premier à se rendre à Goma en tant que diplomate? C'est l'ambassadeur de Russie. Quand il est allé à Goma, le lendemain, l'ambassadeur de France et l'ambassadeur de l'Union européenne, ils sont partis aussi à Goma. Après, l'ambassadrice des États-Unis est allée à Goma pour aller savoir qu'est-ce que les Russes vous ont dit. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez eu des accords? Est-ce que c'est ça, l'espionnage? Or, ce qui est en train de se passer, c'est que si Tshisekedi continue avec ce comportement, il va exposer même les bonnes volontés. Partout là où Tshisekedi passe, en France, aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne, vous savez ce qu'on lui demande? Il ne vous dit pas, mais nous on sait, on a nos services aussi à l'intérieur. La première des choses qu'on lui demande, c'est de désarmer les Wazalendo. Ah, attendez, je reviens. La première des choses qu'on demande à Tshisekedi actuellement, même aux Nations Unies, c'est de désarmer les Wazalendo. Otep Diallo, désarmer, c'est la première des choses. Pourquoi? Parce que les Wazalendo, on ne les contrôle pas. Des gens qui n'ont pas de formation, qui ne sont pas allés dans des écoles militaires, mais quand ils ont une arme, quelle que soit l'arme, ils savent manier cette arme. Et ils n'obéissent pas aux ordres de Kagame via les complices qu'il y a au sein de l'armée et de l'administration. Voilà le problème. C'est pour ça qu'ils ont des difficultés. Kagame est en difficulté. S'il n'y avait que l'armée, il contrôle l'armée. C'est maintenant que l'armée commence à riposter. Quand Kagame est venu bombarder, a pris Rubaya, où étaient les Sukhoi? Les Sukhoi étaient par terre. Ils étaient cloués au sol. Par qui? Mais par l'administration de Tshisekedi. Tshisekedi lui-même, il est à l'étranger. Vous voyez, c'est ça le grand problème que nous avons aujourd'hui. Et Tshisekedi doit régler cette affaire-là. C'est ça, il doit régler cette affaire le plus rapidement possible, avant qu'il ne soit trop tard. Et pour régler ça, c'est le service de renseignement. Une armée, la force d'une armée est basée par le service de renseignement. Si le Congo a toujours échoué, parce que le service de renseignement qui vient des Israéliens, des Français et autres, n'est pas performant.
où ils sont complices. Eh oui, vous avez vu dans le Sahel, ils étaient là. Au Niger, là, les Américains ont une base de drones, la plus grande base de drones américaine dans le monde. C'était là au Niger. Ils n'ont jamais arrêté ce terroriste. Hugo, il préfère, qui a tué même 4 Américains. On dit, on met sa tête à prix. Ils ont des drones. Ils n'arrivent pas à les arrêter. Parce qu'ils ne voulaient pas. Ils ont préféré sacrifier quelques Américains au lieu de arrêter ce terroriste. Donc, et le Mali arrive en force. Ils ont un service de renseignement. On l'a eu comme un... Il y a un là qui venait d'échapper. Le fameux Koufa, là, il venait d'échapper, là, au Mali. Il a échappé belle. Cette semaine-là qui vient de se passer. Le service de renseignement. La force d'une armée, c'est son service de renseignement. Quand les Occidentaux inondent l'Ukraine d'armes, on lui envoie toutes les armes possibles. Mais qu'est-ce qui se passe? La Russie détruit tout ça. C'est pour ça que la Russie ne trouve plus que c'est une ligne rouge. La Russie dit, envoyez, moi je vais détruire. Et puis vous n'avez pas l'argent pour continuer à envoyer pour une guerre que vous avez déjà perdue. Eh oui. Un patriote là seulement, hein, toute la machine, c'est 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. La Chine en a détruit, la Russie en a détruit plusieurs. Vous avez vu les Russes, on disait qu'ils ne faisaient rien. Ils ont exposé les chars, les blindés, les ceci, qu'ils prennent en Ukraine. Donc, Tshisekedi doit aller très vite vers le changement de partenaire pour changer son système de renseignement. C'est ça qui manque au Congo démocratique, le système de renseignement. C'est ce qui permettra à ce qu'on puisse mettre la main sur les Congolais qui travaillent pour Kagame. Et aussi, il y aura l'équipement. Il y a même la Corée du Nord. Qu'est-ce que le Congo a contre la Corée du Nord? Dites-moi, qu'est-ce que le Congo a contre la Corée du Nord? Le Congo a des problèmes avec la Corée du Nord? Acheter des armes. Le Burkina Faso là, a commencé avec des armes de la Corée du Nord. Attendez, je vous informe. Le capitaine Traoré vous le dit, la Corée du Nord nous a envoyé des armes. On a utilisé. Et le Burkina Faso a commencé la guerre avec les armes de la Corée du Nord. Pourquoi Tshisekedi va aller se mettre à dos? Mais les sanctions que les États-Unis prennent contre la Corée du Nord, ce n'est pas son problème. Ce problème avait déjà été résolu par Nelson Mandela. Ici aux États-Unis, Nelson Mandela est venu, il a dit clairement, écoutez-moi bien, vos ennemis ne sont pas nos ennemis. Et Nelson Mandela a expliqué, mais moi quand j'étais en prison, vous souteniez le gouvernement qui me persécutait, qui persécutait l'ANC. Mais Kadhafi me soutenait en armes et en argent. Et maintenant, moi, vous voulez me dire que je puisse être l'ennemi de Kadhafi? Dit non. Ce problème a été résolu par Mandela. Tshisekedi n'a plus rien à faire, puisque tout a... C'est-à-dire que eux, les Occidentaux, là, ils ne changent jamais leur façon d'agir. Il suffit de connaître l'histoire. C'est pour ça qu'il faut que nos jeunes puissent connaître leur histoire pour comprendre les enjeux du moment. Vous savez, actuellement, le problème que les États-Unis ont avec le Niger, c'est quoi? Ce n'est pas parce qu'on les a expulsés du Niger, non. Le problème que les États-Unis ont avec le Niger, c'est parce que le Niger est en train de traiter avec l'Iran pour vendre son uranium. Le Niger veut prendre l'uranium des mains des Français pour travailler maintenant avec les Iraniens. C'est ça ce qui a entraîné la colère des Américains.
Maintenant, je vais vous dire pourquoi. Vous croyez que c'est parce que l'Iran est sous sanction? Non. L'Iran est sous sanction, c'est vrai. Donc, l'Iran ne peut pas utiliser le dollar. Donc, le Niger va commercer avec comment? Le Niger aussi ne veut pas utiliser le CFA. Vous voyez? Ils vont commercer comment? Ils vont utiliser la monnaie chinoise, la monnaie russe, indienne ou iranienne. C'est ça le problème. C'est ça qui entraîne la colère de Macron et de Joe Biden. Parce que chaque fois que vous échangez en dollars, les Américains ont leur part. C'est le seul pays au monde qui n'est même pas obligé de travailler pour s'enrichir. Et c'est ça que la Chine et la Russie sont en train de changer, y compris l'Inde est rentrée dans le jeu. C'est ce qu'on appelle la dédollarisation. Et ce n'est pas Tshisekedi qui va arrêter ça. Tshisekedi va là où il y a son intérêt. Le Niger, c'est ce qu'il est en train de faire. Non. Moi, je négocie avec, je veux vendre mon uranium, je ne mange pas ça. J'ai besoin d'argent, je ne mange pas ça. Bon, faites-moi. Quand ils vont faire leur monnaie, là, c'est fini. C'est fini. Le CFA est parti, le dollar est parti. Et puis, tout leur argent revient. Leur revient plutôt. Regardez la Chine qui a fait une avance pour le pétrole du Niger de 400 millions. Si c'était en CFA, hein, la Chine allait donner les 400 millions à la France. La France allait prendre 50% au minimum. 50%, ça fait combien? Ça fait 200 millions de dollars. Maintenant, en fait, officiellement, c'est 50%, mais ce n'est pas 50%, c'est 75%. Parce que il y a les frais de transport, il y a les taxes et tout, puisque la monnaie est fabriquée en France. Donc, 75% que la France devrait prendre. Donc, sur les 400 millions là, que la Chine a donné au Niger, le Niger devra avoir à peine 100 millions et la France 300 millions. Voilà ce qui rend Emmanuel Macron fou. Il est devenu fou, il est dans tous ses états. Parce qu'il a perdu ça. C'est pour ça qu'il a voulu utiliser Patrice Talon pour dire à Patrice Talon, non, bloque-moi le pipeline. Et Patrice Talon, idiot qu'il est, il est allé se faire humilier. Les Chinois sont venus le même jour là, il a ouvert. Vous savez pourquoi? Eh bien, le tiers de la dette du Bénin est détenu par qui? Et par la Chine. La Chine peut lui dire, bon, remets-moi seulement mon argent. Et tout de suite. Ou moi je prends tout le port. Tu vas faire quoi? Tu lui donnes de l'argent. Tu es foutu, tu es baisé. Donc je dis encore, mais je le répète, le président Tshisekedi ne doit pas se mêler des problèmes des Occidentaux. Lui, son problème là, c'est le Congo démocratique, c'est l'Afrique. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'Afrique puisse s'en sortir? Qu'est-ce qu'il faut pour que le Congo puisse avoir la paix? Est-ce qu'avec ses partenaires, avec lesquels je négocie depuis 30 ans, 60 ans, 65 ans, 70 ans dans certains cas, je n'ai pas de sécurité. Est-ce qu'il faut continuer avec eux ou non? Monsieur Tshisekedi, je veux vous donner encore une autre information capitale. Vous savez, l'histoire, c'est beau. J'aime suivre, écouter ou lire le premier ministre malien Choguel, parce que c'est un historien. Donc lui, il revient toujours sur les faits historiques. Et quand vous le suivez là, c'est-à-dire que vous comprenez mieux la situation. Lorsqu'il y a eu la fameuse conférence de Berlin, qui a duré plusieurs mois, 4 ou 5 mois, la plus longue conférence jamais organisée dans le monde. Lors de cette conférence de Berlin, depuis septembre 1884 à février 1885, vous croyez que c'était seulement pour diviser l'Afrique là? Ils ont pris une règle. On trace là, ça, toi, ça c'est pour toi. Là, ça c'est pour toi.
sans respecter des populations. C'est pour ça que vous voyez, vous trouvez une population au Bénin, la même population vous la trouvez au Niger, la même population vous la trouvez au Nigeria, vous trouvez encore une partie de cette population au Burkina, vous la trouvez aussi en Côte d'Ivoire. C'est parce que c'était les ignorants. Leur problème, c'était lequel? C'était pas seulement diviser l'Afrique. Cette conférence a duré longtemps. C'était pour étudier comment on va faire pour que ce système puisse rester là éternellement. Comment on doit faire pour que ce système-là, on puisse le pratiquer toute notre existence. Ils ont réfléchi et ils ont abouti à des conclusions. La première conclusion, c'est que ces pays ne doivent pas avoir des armées. Parce que s'ils ont des armées ou des armes, ils peuvent retourner ces armes-là contre nous-mêmes. Ils ont vu ce que Haïti a fait. Mais oui. Eux, ils tirent les leçons, c'est l'histoire. Il faut éviter que ces pays puissent avoir des armées. C'est pour ça que vous avez vu, même les gardes présidentielles, le chef de la garde présidentielle dans les pays africains, notamment francophones, c'était toujours des Français. C'était eux qui contrôlaient. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas faire un coup d'État sans l'accord de la puissance tutélaire. Parce que c'est eux qui avaient l'information, c'est eux qui ont des armes. Donc c'est eux qui peuvent vous dire, oui, c'est bon, vous pouvez aller. Parce que vous allez nous donner plus. Parce que vous allez nous préserver ceci ou cela, tel ou tel avantage. Voilà comment ça s'est passé. Et c'est pas fini jusqu'aujourd'hui. Vous avez vu comment la France a entraîné l'armée centrafricaine avec des bouts de bois. On dit tirer, à tort. Tu parles, ça dit que tu cries tort. Et puis l'autre fait exprès de tomber. Une armée qui est en train de lutter contre des terroristes. Vous les formez avec des bois. Vous voyez, c'était fait exprès. Lorsque la rébellion commence en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que les Français font? On va prendre 2 Ukrainiens, les mêmes Ukrainiens, on les amène là. On leur donne des hélicoptères, ils viennent, la France sacrifie, je pense que c'était 9 soldats français. Et Jacques Chirac se dit, c'est Gbagbo qui a tiré, c'est l'armée ivoirienne qui a tiré sur eux, dans une base militaire française. Et je dois riposter. Il a détruit toute la flotte. Parce que lorsque Guillaume Soro a avancé avec ses rebelles, eh ben, ils étaient neutralisés par l'aviation. Donc il fallait détruire ça. Voilà comment ils agissent. C'est pour ça que quand Kabila, le fils, était au pouvoir, la seule chose qu'il faisait, c'était faire en sorte qu'il puisse prendre le contrôle, le Rwanda puisse prendre le contrôle de l'armée. Soit par des Rwandais, soit par des Congolais qui travaillent pour Kagame. Ça a toujours été comme ça. Eh oui. Près de 60% des militaires congolais sont des potentiels traîtres. Les petites avancées que vous êtes en train de voir là, l'opération Vengeance du Léopard, c'est avec les jeunes qui viennent de sortir de l'académie militaire. Ce sont eux qui sont en train de faire le travail. Les anciens, là, pour la plupart, c'est la pourriture. Donc, voilà, M. Tshisekedi doit savoir que avec ces gens-là, il n'y a pas de succès. Vous allez voir bientôt, ils vont dire, bon, cessez le feu de part et d'autre, parce que on va dire à Kagame, retire tes M23. Le M23 va dire, bon, je vais me calmer un peu, et Tshisekedi va tomber dans le piège.
que non, bon, l'armée, calmez-vous, il y a le cessez-le-feu maintenant, on va respecter le cessez-le-feu. Jusqu'à ce qu'il se prépare encore, s'équipe encore mieux, et puis il relance. J'espère que Tshisekedi ne va pas tomber encore dans le même piège. Parce qu'il n'a fait que ça depuis 6 ans maintenant. Il n'a fait que ça. Respecter le cessez-le-feu. L'armée ne combat parce qu'on respecte le cessez-le-feu. Mais depuis quand on est en train de vous tirer sur vous et puis vous ne répondez pas sous prétexte qu'il y a un cessez-le-feu? Non, nous on respecte le cessez-le-feu. C'est eux qui ne respectent pas le cessez-le-feu. On s'en fout de ça. Maintenant, il faut réagir. L'armée est faite pour ça. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. Donc, je pense que cette tentative de coup d'État, c'est un avertissement. Et j'espère que le président Tshisekedi va maintenant tirer toutes les leçons de cette tentative de coup d'État. Et il va prendre ses responsabilités. Lesquelles? Changer de partenaire. Ce n'est pas l'ONU, ce n'est pas le FMI, ce n'est pas la Banque mondiale, ce n'est pas la CPI qui apportera la paix au Congo. Vous voyez, la CPI n'a jamais été saisie, alors qu'il y a déjà 18 millions de morts. Vous voyez, au Rwanda, là, il y a eu 800 000 morts. 800 000. Et les vrais auteurs, ils sont là. Paul Kagame lui-même, c'est lui qui a donné l'autorisation de bombarder l'avion d'Abiyarimana. C'est ça qui a été le déclencheur, le détonateur de ce génocide. Pas le génocide Tutsi, le génocide rwandais. Les Tutsis ont massacré les Hutus ont massacré les Tutsis. Voilà ce qui s'est passé. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je dois vous laisser et c'était un grand plaisir de parler avec vous et soyez comme d'habitude, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Oh, les amis, vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.